Eh bien, on m'avait jamais présenté aussi bien. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Je plaisante. Merci beaucoup pour cette présentation et merci infiniment pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai appris que les gens étaient un peu revenus sur leur parcours et je trouve ça toujours sympa de savoir qui on a en face de soi, mais vous le savez un petit peu maintenant, mais que à travers des exploits finalement. Alors que finalement, je ne suis qu'une femme née dans les années 90. En 90, donc 24 ans, c'était à l'époque. J'ai fêté mes 33 ans hier et je suis née dans des années dans lesquelles on revendiquait davantage les questions sociales que les questions écologiques. Les questions écologiques étaient assez absentes finalement de nos luttes. J'ai milité, comme beaucoup de jeunes qui sont nés dans l'Est parisien, qui a une sorte de microcosme politique pour la jeunesse. Milité beaucoup contre la précarisation du travail, contre la rémunération de nos enseignants, enfin justement pour une amélioration effectivement du traitement de nos enseignants, du traitement de nos médecins. J'ai aussi me suis beaucoup engagée en faveur des quartiers, etc., des quartiers populaires. Et puis la question écologique est arrivée un petit peu de manière sensorielle, c'est-à-dire que j'ai très peu consommé de matière animale depuis toujours, et non pas forcément pour des raisons de santé ou quoi, mais parce que je ressentais que c'était quelque chose de pas normal. Donc je suis végétarienne typiquement depuis plus de 15 ans, etc. Et j'ai toujours eu cette considération de notre rôle et de notre responsabilité. Aussi parce que dans ma jeunesse, j'ai fait des études talmudiques. Donc c'est des études théologiques juives dans lesquelles on questionne beaucoup notre place dans la société, notre responsabilité. Et notamment, il y a un concept qui est très présent dans nos études, qui est la responsabilité pour autrui. C'est-à-dire de toujours se soucier dans notre évolution, dans nos actions, de la responsabilité de notre action sur la personne juste après, puis sur celle juste après, puis sur celle juste après, etc. Et d'essayer de recomposer un petit peu, finalement, l'humanité avec cette chaîne où chacun est responsable, finalement, indirectement, de son rôle sur la Terre. Et puis, j'ai été aussi éduquée comme une femme. Et bien que je ne pense pas que la biologie y soit responsable, par contre, mon éducation est responsable et l'éducation que la société aussi m'a faite, au-delà de celle simplement de mes parents qui m'ont plutôt élevée comme une femme indépendante, etc. Ça n'empêche effectivement que la femme a toujours été éduquée avec ce rôle de soigner, ce rôle de faire attention à la maison, attention à la manière dont elle se comporte, attention aux autres, etc. Et cette attention aussi est venue nourrir finalement cette conscience que j'ai eue très très jeune sur le fait que mes actions avaient un impact. Et puis la dernière chose, c'est que je suis une enfant de parents immigrés d'Afrique du Nord qui sont arrivés avec pas grand-chose dans les poches et qui, grâce à un modèle social, notamment à l'époque, qui était beaucoup plus inclusif, bien que très assimilationniste, c'est-à-dire que mes parents ont dû carrément changer de nom, de prénom, etc. en arrivant, je me suis du coup toujours sentie assez privilégiée et j'ai senti ce devoir de devoir rendre, alors que moi je n'étais pas née dans ces conditions-là et j'avais finalement peu de mérite à avoir ce que j'avais à l'époque. Alors, plutôt que de m'engager à l'époque dans la politique, qui me semblait être un milieu assez sclérosé au final, j'ai décidé plutôt de m'engager dans le milieu économique. Pourquoi ? Parce que c'était déjà mes capacités simples, c'est-à-dire que j'avais 20 en maths et puis 11 en français, en lettres, etc. Donc c'était un rationnel assez simple, d'où l'idée effectivement d'être capable de s'auto-évaluer sur son apport. Et puis aussi parce que finalement le monde est économique et surtout la capacité à faire et à se sortir aussi, s'extraire de sa condition par le monde économique m'était apparu à l'époque en tout cas comme une possibilité d'émancipation. Ce que pour le coup, d'autres milieux qui m'attiraient beaucoup plus, qui est comme le milieu littéraire, le milieu de la politique ou la philosophie, me semblaient un peu finalement éloignés à notre capacité de nous sortir de notre condition sociale et culturelle, je dirais même. C'est-à-dire si on reprend Bourdieu, l'enjeu culturel était pour moi assez fort et me brimait dans ma capacité à agir. Donc je me suis intéressée à l'économie. Et puis en faisant des études d'économie, de macroéconomie, microéconomie, j'ai eu une sorte de révélation. Alors non pas que c'était une passion, voilà, il faut aussi rationaliser. C'était pas nécessairement une passion, mais c'était un moyen de comprendre comment le monde fonctionnait. Je pense qu'il y a quelques disciplines comme ça qui permettent de mieux comprendre comment le monde fonctionne. Et l'économie en fait partie, et notamment aujourd'hui avec effectivement ce maillage économique qui organise nos sociétés et qui organise nos choix sociaux, nos choix politiques, les choix géopolitiques qui ont des impacts et qui sont des réponses ou des commencements à des guerres, etc. Donc le milieu économique est apparu comme un milieu dans lequel on pouvait finalement comprendre comment fonctionnait le monde et du coup comprendre comment il dysfonctionnait aussi. Parce que c'était finalement ce constat qui m'a poussée à m'engager.
Alors, je me suis intéressée typiquement à Adam Smith, par exemple, à cet économiste. J'ai creusé tous les grands économistes libéraux, j'ai regardé comment fonctionnaient les entreprises. Je vais juste faire un petit décalage et vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle Le Dîner d'Adam Smith. Non ? Super, donc ça va être une révélation pour vous toutes et tous. Donc vous connaissez tous Adam Smith, par contre, j'imagine, le penseur, l'origine libérale. Alors il n'est pas responsable de tous les maux de la civilisation, mais il a quand même forgé un constat de départ qui a organisé nos rapports sociaux. Eh bien, Adam Smith, une de ses traditions, c'était d'évaluer effectivement dans le monde réel comment les gens maximisaient leurs intérêts et comment on pourrait permettre de trouver finalement une organisation des intérêts qui nous permettrait de vivre ensemble. Alors, il a effectivement analysé son dîner, qui était son point de départ. Donc, pour pouvoir dîner, Adam Smith, eh bien, il avait le boucher, lui vendait quelque chose, non pas pour faire du bien à Adam Smith. Si le boucher lui vendait son steak, c'était pour pouvoir maximiser son intérêt particulier. Si le boulanger lui vendait son pain, c'était pour cela, etc. Donc, il a recomposé un peu les trucs comme ça. Et puis, finalement, il a atterri... Alors, s'il y a des économistes dans la salle, je simplifie. mais finalement, c'est quand même la thèse de départ. Et donc, il a atterri au fait que, finalement, la maximisation de ses intérêts particuliers nous amènerait à l'intérêt général. Et ce qui est productif est quelque chose qui nécessite d'être évalué. Mais ce que Adam Smith a oublié dans ses calculs, Adam Smith a toujours vécu avec sa mère. Et même quand il a déménagé à Édimbourg pour travailler dans des institutions économiques, il a même déménagé avec sa mère. Et finalement, qui lui préparait son dîner ? Sa mère. Et c'est un travail qu'il a toujours jugé improductif. Donc il est à l'origine de la séparation finalement entre d'un côté une sphère productive qui est évaluée, qui draine des financements, dans laquelle on doit maximiser les intérêts, et une sphère privée qui est une sphère dont le travail doit être gratuit, non évalué, bon, etc. Bon, ensuite, je ne vous fais pas un schéma. Les personnes responsables de la sphère privée, c'était davantage des femmes à l'époque et toujours aujourd'hui, et la sphère productive des hommes. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce parallèle, c'est que finalement, on a, avec l'économie libérale, séparé les deux sphères. Comme s'il y avait d'un côté une sphère productive qui était juste de la maximisation des intérêts particuliers, et toute une sphère du soin qui était une sphère effectivement dont le travail ne méritait pas salaire, dont on ne parlait pas, qui n'était pas politisé et dans lequel il n'y avait pas de rationnel économique. Et ça a atterri, malheureusement, malencontreusement, aujourd'hui, notamment avec l'expansion des théologies religieuses, etc. C'est pas que le néolibéralisme qui est responsable du fait que le soin est dans la sphère privée, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un séquençage qui a un impact assez fort. C'est-à-dire que dans la sphère productive, soigner, prendre soin, ça semble toujours un peu bizarre et finalement indirect par rapport à l'action du quotidien. Et dans la sphère privée, demander salaire est toujours compliqué aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe si on tire un peu le fil de tout ça ? Ça fait qu'on a effectivement une sphère productive qui draine énormément de financement, d'argent, etc., qui s'expand, qui croît, et une sphère du soin ultra précarisée. Donc, dans la sphère du soin, on peut aller très, très largement dans la sphère du soin. On peut penser effectivement l'hôpital, on peut penser l'école, on peut penser la maison. Et indirectement, en fait, on a extrait cette sphère du soin de la sphère industrielle. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, justement, avec nos questionnements actuels, qui sont les questions d'ici quand même. Comment est-ce qu'on réconcilie, notamment le contrat économique, avec l'enjeu sociétal, avec l'enjeu de réparer finalement l'humanité ? Voilà, donc c'était une petite introduction pour vous mettre un peu dans le bain et vous chauffer déjà un peu. J'espère que j'ai réussi à le faire. Alors, c'est pas tout que, effectivement, d'avoir ces constats qui peuvent paraître toujours un peu tirés, peut-être un peu tirés par les cheveux. Maintenant, on va s'intéresser aux résultats. L'économie libérale, notamment, s'est développée, s'est appuyée sur quand même une volonté d'émancipation individuelle. Moi, je sais que ma famille était plutôt de tradition libérale parce qu'on nous a dit attendez, vous n'avez rien, c'est grâce au capitalisme que vous allez réussir à vous émanciper. C'est grâce à ça que vous allez réussir à améliorer votre espérance de vie. Alors oui, effectivement, l'ère capitaliste, pendant une certaine période, a permis d'améliorer l'indice de développement humain, l'espérance de vie, etc., dans certains États. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'ère capitaliste s'est développée en parallèle de l'État-providence, de la protection sociale, et c'est ce qui a aussi permis d'améliorer. Mais effectivement, c'était par la croissance qu'on arrivait à financer une forme d'État-providence, et c'est ça, finalement, le nouveau schéma qu'on avait réussi à trouver pour pouvoir professionnaliser notamment la sphère du soin, et notamment améliorer l'espérance de vie. Sauf que ça fait plus de 50 ans que, quand le PIB augmente de 2%, l'indice de développement humain stagne.
Donc ça fait 50 ans que notre indice de développement humain n'a pas cru. Donc on s'est un peu arrêté dans le développement depuis 50 ans. Ça ne fait pas 2, 3, 4, 5 ans, etc. Également, on remarque que quand la croissance augmente, les indicateurs d'espérance de vie baissent, notamment aux États-Unis. Dès que la croissance augmente, l'espérance de vie baisse. En Allemagne, pendant la période de forte croissance, le taux de pauvreté est passé de 10 à 16%. Donc finalement, on a ce contrat capitaliste qui était censé être le contrat qui émancipait chacun, chacune, qui nous permettait de faire du progrès sur la santé, sur l'innovation, améliorer notre espérance de vie, etc., qui ne répond plus finalement à sa promesse originelle, au-delà de tous les effets cachés dont je ne parle pas, qui me paraissent évidents, qu'en plus, toute cette croissance est développée au détriment, effectivement, de la destruction de notre biodiversité et a notamment fait croître en flèche le réchauffement. Donc, ça, c'est une grosse parenthèse, mais effectivement, on est face à un retour de bâton. Donc, on est obligé aujourd'hui de se poser ces questions de comment est-ce qu'on réinvente et finalement quel va être le rôle de l'économie demain et comment on se sort en fait de ce contrat libéral qui sépare, qui scinde à tout prix ces deux sphères. Également, c'est un écosystème qui a voulu fuir sa vulnérabilité. Le libéralisme nous a dit: vous êtes surpuissants. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a eu même si le libéralisme vit aussi dans des États avec une très forte morale, etc., ça n'empêche que le libéralisme aussi a trouvé sa place à un moment où philosophiquement, l'éthos masculin et l'homme en général avaient ce désir de surpuissance individuelle. Donc, c'est-à-dire, on ne dépend plus de notre communauté, on ne dépend plus de Dieu, on a une surpuissance individuelle. Nous ne sommes pas vulnérables. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup eu ce discours du safe made man, etc. C'est-à-dire, si vous êtes pauvre, c'est votre responsabilité. Donc, vous n'êtes pas vulnérable. Vous ne pouvez pas être vulnérable dans cet écosystème libéral. Et finalement, les dernières expériences de vulnérabilité collective, finalement, comme les différentes crises financières ou le Covid, etc., ont été un moment où on a expérimenté cette vulnérabilité. Et qu'est-ce qui se passe quand on expérimente cette vulnérabilité ? Eh bien, finalement, on se rend compte de ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui était essentiel pendant ces périodes ? C'était notre système de santé, c'était l'état de notre démocratie, c'était nos liens sociaux, c'était l'état du système éducatif, c'était les travailleuses et travailleurs de première ligne qu'on a, je ne sais pas si en Belgique vous faisiez ça aussi, mais c'était ridicule, nous on sortait dans le balcon et on faisait clap, clap, clap et tout ça. Pour justement applaudir les travailleuses et travailleurs essentiels, les soignants, etc. Donc cette période-là nous a fait prendre conscience collectivement de cette vulnérabilité, de la nécessité de revaloriser ces métiers et de revaloriser les travailleuses et travailleurs de première ligne et de remettre de l'utilité aussi dans cette économie. Et depuis, on a complètement oublié, on a fait l'impasse totale sur ces promesses de revalorisation notamment, et on a des travailleuses et travailleurs les plus utiles à la société qui sont les plus précarisés. Si vous voulez, par exemple, en France, c'est à peu près 10 millions de travailleuses et travailleurs qui sont dans cette sphère du soin et qui font partie des métiers les plus précarisés. Nos infirmières et infirmiers sont payés 10% de moins que le salaire moyen. Alors, j'ai regardé en Belgique, ce n'est pas le cas. Vos infirmières et infirmiers sont payés plus de 24% au-dessus du salaire moyen, notamment comme au-dessus même de l'Espagne. Donc c'est assez intéressant, mais j'ai quand même vu qu'il y avait une grosse crise du fait du nombre de patients qu'elle devait gérer et un gros aussi renoncement. Donc il y a aussi un problème notamment de capitalisme intégré au système santé qui ne convient pas en fait, effectivement, qui ne fait pas fonctionner mieux le travail du soin, même si les salaires sont meilleurs. Donc voilà, donc ça c'est le constat un petit peu, et si l'enjeu aujourd'hui est de se dire on veut réinventer finalement cette économie. On a le thème de votre événement, c'est sobriété, innovation, c'est se poser la question entre ces deux polarités. Moi, je ne m'intègre pas dans ces polarités, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des politiques de sobriété et d'innovation qui doivent être menées aujourd'hui. Je considère que c'est juste une refonte finalement des critères et de notre développement économique qui doit être repensé, et repenser vraiment le récit économique, parce que pour atterrir à quelque chose et pour avoir quelque chose qui est enthousiasmant. On parlait d'enthousiasme aussi dans les décisions écologiques individuelles. Je pense que l'économie du care peut être quelque chose d'enthousiasmant. Par contre, ça nécessite de revoir beaucoup notre logiciel. Beaucoup de philosophes parlent aussi de reset anthropologique. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, d'un point de vue individuel, d'un point de vue de notre ethos individuel et d'un point de vue sociétal, que de partir du principe que le rôle de l'humain est de prendre soin. Même si ça me paraît personnellement évident pour beaucoup de raisons que je vous ai exposées avant. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement intégré par tous et ça nécessite ce reset anthropologique. Et je voudrais juste citer, avant de démarrer en plusieurs
partie cette présentation une des grandes penseuses de l'éthique du Caire, qui est Joan Tronto, et qui permet de poser un petit peu le débat. Joan Tronto, donc, qui parle beaucoup de l'éthique du Caire et qui propose de changer de perspective justement et de renverser l'idéologie libérale, dit en partant non pas de tous ces gens qui n'ont pas assez d'argent et sont considérés comme responsables du fait qu'ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux-mêmes, mais en partant plutôt de ceux qui ont trop de privilèges et forcent tous les autres à prendre soin des choses dont ils ne veulent pas s'occuper. Si on pense l'injustice de ce point de vue, tout devient différent. C'est ça la perspective du Caire. La perspective du Caire, c'est pas une perspective c'est nécessairement de lutte des classes. La perspective du Caire, c'est une perspective qui change pour être capable de revaloriser ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Et indirectement, de dévaloriser certaines choses qui sont peut-être trop valorisées économiquement aujourd'hui. Donc, pour pouvoir faire exister cette économie du Caire, il va falloir prendre toutes les dimensions. C'est-à-dire que je ne pense pas que la responsabilité soit d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'elle est multidimensionnelle. Je commencerai déjà par la responsabilité politique, dont on a aussi beaucoup parlé ce matin. La responsabilité politique de l'économie du Caire, c'est d'essayer de refondre des politiques qui valorisent effectivement une économie qui va dans le sens de se prendre soin. Et c'est quoi une économie qui va dans le sens de se prendre soin? Déjà, c'est une économie qui ne base pas uniquement sa réussite sur 4 indicateurs regardés au quotidien par nos décideurs, que sont la croissance, la dette, l'inflation, et j'oublie le dernier, mais ça va me revenir. Donc c'est essentiellement ces indicateurs qui sont aujourd'hui ceux qui pilotent nos politiques publiques et qui malheureusement nous empêchent effectivement d'avoir une perspective du Caire dans la prise en compte notamment des populations, de l'emploi, etc. Qui notamment poussent parfois nos décideurs à dire nous avons le taux de chômage le plus faible depuis 100 ans. Tout en cachant le fait que nous n'avons jamais eu un emploi aussi précaire. Un emploi dont le salaire n'augmente pas avec l'inflation, etc. Donc on se rend bien compte que nos indicateurs en soi de performance, de réussite, sont des indicateurs qui sont désuets. Ça, de toute façon, tous les économistes qui étaient là aujourd'hui ont dû vous le dire. Mais ma question, moi, c'est pas de savoir si on fait inverser en bas ou en haut cet indicateur. C'est plutôt, de toute façon, la période de décroissance, elle a déjà commencé. Donc l'économie est en décroissance déjà depuis un moment. C'est juste qu'elle est, on y reviendra, hein, mais elle est notamment transfusée par un secteur financier qui booste la croissance, mais la croissance économique en tant que telle, on ne la voit plus depuis déjà un petit moment, si on prend au niveau macroéconomique. Donc, par contre, maintenant, la question à se poser, c'est plutôt comment est-ce qu'on va changer ces indicateurs? Il y a beaucoup d'expérimentations politiques qui ont été faites dans beaucoup de pays. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est un pays dans lequel toutes les politiques publiques sont évaluées maintenant selon un budget bien-être qui intègre différentes composantes comme la protection de la biodiversité, la contribution positive à améliorer les trajectoires CO2, l'intégration des personnes qui sont les plus minorisées, donc là notamment là-bas les intégrations des populations maoris et les femmes, etc. Donc c'est plusieurs indicateurs qui, à chaque fois qu'une politique publique est menée, sont regardés au regard aussi du PIB, au regard de l'activité économique et financière du pays, qui est quand même quelque chose d'intéressant à regarder, mais qui est vraiment regardé aux côtés d'eux. Il y a également plusieurs députés qui ont déposé des amendements européens ou des amendements en France pour pouvoir avoir notamment l'IDH, l'indice de développement humain, l'espérance de vie, la santé sociale, la santé de la démocratie, le lien social, etc. Des indicateurs qui nous permettraient encore une fois de mieux évaluer les décisions politiques collectives. Donc ça, effectivement, ça fait partie des changements qu'il va falloir opérer si on va être capable de regarder la bonne chose. Et pas juste en s'intéressant à l'externalité CO2 des entreprises, etc., comme veulent faire le Parlement européen, ce qui est très intéressant avec CSRD, etc., NFRD, qui permettent vraiment d'avoir une meilleure lecture de l'entreprise, de ses impacts, dont peut-être Fabrice parlera juste ensuite. Par contre, il faut effectivement également regarder la contribution des politiques publiques, parce que les entreprises ne vivent pas sans politique publique. On ne peut pas séparer le politique de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 150 milliards, typiquement en France, de marchés publics qui sont dirigés vers les entreprises. Il y a effectivement une somme à peu près similaire de bonus sur le secteur brun, etc. Donc finalement, le politique, il va organiser l'économie, il va faire des choix économiques. Et aujourd'hui, les choix qui sont faits ne sont pas nécessairement des choix en faveur de ces autres indicateurs de développement humain. Mais c'est des choix qui sont faits notamment sur des indices de prix, sur des indices de croissance économique, et qui sont complètement contre-productifs par rapport à cette évolution, effectivement, qu'on va devoir suivre si on veut préserver notre humanité et même améliorer notre économie et notre santé sociale.
et notamment au niveau européen. Ça, c'est un gros problème qu'on a en France pour passer des politiques. Hier, on organisait nos grandes universités d'été de l'économie de demain, donc du mouvement Impact France, dont j'étais présidente, et Bruno Le Maire continuait de nous dire, eh bien oui, en fait, il va falloir changer les textes européens si on veut faire de la priorisation réelle, de l'éco-conditionnalité, etc., même s'il était plutôt bizarrement défenseur hier de toutes ces politiques-là. Donc le lobby fonctionne, et finalement, on ne s'est pas tant trompé que ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc transformer les indicateurs pour pouvoir savoir de quoi on parle et transformer les politiques publiques. Valoriser les travailleuses et travailleurs essentiels. C'est sûr que le modèle capitaliste aujourd'hui, basé sur la compétitivité prix, pousse les entreprises à effectivement dévaloriser les métiers qui sont les plus invisibilisés. Parce que c'est des métiers effectivement qui revendiquent moins, que c'est des métiers aussi qui nécessitent moins d'études supérieures, etc., avec des personnes moins capables effectivement aussi de se mobiliser, etc. Avec effectivement, bon, je ne vais pas revenir sur Marx parce que sinon là vous allez me perdre complètement, mais en tout cas, effectivement, c'est des métiers sur lesquels on a à travers l'histoire beaucoup appuyé pour pouvoir générer de la croissance. Le politique, il a un rôle à jouer sur la revalorisation des travailleuses et travailleurs essentiels de la société. Ça, on en est convaincu. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, notamment au Canada, en Espagne, etc., pour fixer des seuils sur des métiers essentiels. Et ça, c'est une chose qui va devoir être abordée, notamment parce que si l'enjeu, il est aussi de faire de la transition et de la transformation de notre économie un enjeu populaire, c'est essentiel aussi que ça parle à tout le monde et qu'on ne parle pas que de taxes carbone et de choses qui peuvent avoir un impact négatif au quotidien pour les personnes les plus vulnérables de la société. Donc ça semble essentiel de s'intéresser sur ça, et finalement, c'est écologiquement positif en fait, de revaloriser le travail essentiel. Également, une meilleure prise en charge, alors ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui est très important. Une meilleure prise en charge des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, les problèmes de santé mentale ne font qu'augmenter. On a plus de 1/4 de la population française qui sont diagnostiquées avec des fortes anxiétés, 10% de la population qui ont effectivement des problématiques mentales. On le voit notamment beaucoup dans le milieu de l'entreprise. Et le problème de santé mentale n'est pas quelque chose qui est du tout adressé par les décideurs aujourd'hui, et qui nous permettrait peut-être de nous réconcilier avec notre action. Et si on s'intéresse à la santé mentale des individus, donc au fait que les individus prennent soin un minimum d'eux, peut-être qu'ils prendront davantage soin aussi de la nature. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment au niveau politique les grands changements qu'il faudrait pour pouvoir notamment déployer cette économie dite du care, du soin, de la sollicitude. Et également, il va falloir s'intéresser à tous les secteurs. Donc c'est là que ça commence à devenir un peu atypique, c'est quand on parle d'économie du care avec le secteur financier. Et moi, c'est un secteur qui m'intéresse tout particulièrement. D'une, parce que j'ai monté des boîtes dans le secteur, mais aussi parce que le secteur financier est la colonne vertébrale de l'économie. Et c'est aussi le secteur qui s'est le plus extrait du rôle de soin au niveau de la société, alors que ça paraît complètement contre-intuitif, dans la mesure où le secteur financier est censé soutenir le développement d'une économie. Donc sa fonction est censée être une fonction de soin. Et finalement, effectivement, le secteur financier s'en est complètement extrait. Et notamment, il y a une algorithmie financière, c'est-à-dire que le financier n'est même plus parfois un individu. Le financier, notamment sur les marchés, est devenu une algorithmie. Donc, il s'est complètement désensibilisé, finalement. Et c'est ce que Lévinas dit, que le moi devant autrui devient directement responsable. C'est-à-dire que c'est quand je vois la vulnérabilité, c'est quand j'incarne ce que je fais, que j'arrive à être responsable. Et en fait, avoir créé cette machine financière tellement intermédiaire a fait que les personnes, mais parfois on les comprend, n'arrivent plus à sentir même la répercussion de leurs actions, notamment dans le secteur financier. Ça fait aussi que le secteur financier s'est développé tout seul sans se considérer de ses impacts. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le secteur financier pèse 3 fois le PIB mondial. Donc, c'est-à-dire que le secteur financier, à 3/4, fonctionne en vase clos. Donc, s'auto-nourrit pour pouvoir générer de la croissance dans les produits financiers censés financer l'économie, mais finalement retournant tout de suite dans le secteur financier. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de mal à financer la transition écologique. C'est pour ça qu'on a d'énormes problèmes aussi de traçabilité, dont parlait aussi très bien Thierry Philippona. Je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage, je vous le conseille, de ce problème de traçabilité aussi entre l'argent injecté par la Banque centrale et réellement le financement des entreprises. Donc effectivement, la machine financière est pour moi le truc le plus intéressant à regarder si on veut s'intéresser à comment on transforme et on débunk complètement l'économie. Donc pour ça, c'est quoi une finance du soin finalement ? C'est un peu fou de parler de ça quand même. Déjà, une finance du soin, c'est une finance qui incarne. Donc c'est-à-dire, quand je
quand j'agis, ça veut dire quand je prête, quand j'investis, etc., je sais ce que je suis en train de faire. Je vais poser une question indiscrète, si vous n'êtes pas obligé de lever la main si vous n'avez pas envie, mais c'est pas non plus, faut pas non plus être multimillionnaire pour pouvoir répondre positivement à cette question, donc ça va. Qui d'entre vous a une assurance vie, un plan d'épargne retraite, un produit placé, un OPCVM, quelque chose? Voilà. Qui d'entre vous sait où va aller à 80% son produit d'assurance vie, de son plan d'épargne retraite ou son OPCVM? Ok. On a 4 personnes sur à peu près, allez, à louche 60. Okay. Donc ça, c'est un vrai problème du secteur financier. Si vous n'êtes pas capable d'incarner finalement ce que vous êtes en train de faire, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est qu'on ne veut pas vous dire ce que ça finance réellement. Souvent, la plupart du temps, c'est que ça finance simplement les marchés secondaires, donc on n'est même pas capable de vous dire ce que vous financez, parce que vous financez un marché qui va vous rembourser pour rembourser les autres, pour faire fonctionner le secteur financier. Et dans le pire des cas, ça peut effectivement être un produit qui peut avoir des répercussions négatives, ou du trading d'hyperfréquence, ou, enfin, voilà, il peut y avoir aussi des répercussions négatives de votre produit financier. Et dans la plupart des cas, malheureusement, ça finance une économie extrêmement carbonée. Parce qu'aujourd'hui, la croissance économique est une croissance économique carbonée. Et malheureusement aussi, dans la plupart des cas, ça finance des entreprises cotées sur les marchés qui sont celles qui sont les principales responsables de l'exploitation, notamment des personnes aussi en dehors du continent. Donc, ça, c'est le premier problème, réincarner. Ensuite, c'est d'être capable, effectivement, aussi de financer l'économie réelle. Mais financer l'économie réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter des rentabilités inférieures. Les entreprises que vous financez ne génèrent pas la rentabilité que vous avez sur vos produits d'assurance vie. Les entreprises que vous financez, c'est le produit financier qui génère cette rentabilité. Et si on s'intéresse également uniquement à la rentabilité du marché, aujourd'hui, au maximum, on a à peu près 5% en moyenne. Okay, sauf que, en fait, quand vous prenez un produit d'assurance vie, il y a tellement d'intermédiaires qu'en fait, ils sont obligés de pousser des rentabilités énormes qui n'existent pas sur les marchés pour pouvoir vous proposer à vous 5, 6, 7% par an. Et donc, si on veut financer l'économie réelle, il va falloir des intermédiaires. Et ça, c'est vraiment un point très important, d'avoir des produits financiers plus simples, plus dirigés. C'est pour ça qu'on a monté l'ITA, mais l'ITA est qu'une émanation d'un projet qui ne génère malheureusement, enfin qui ne recouvre que 0 et quelques % du secteur financier européen. Mais en tout cas, c'est effectivement cette expérimentation, elle devrait être développée à tous les niveaux. C'est-à-dire, plutôt que de prendre des actions sur les marchés, on va dire des trucs très simples, plutôt que de prendre des actions sur les marchés financiers, pourquoi pas financer des obligations, par exemple, qui vont financer des projets. Je ne vous dis même pas de sortir des entreprises cotées. Je ne suis pas à ce point radical. Okay, si vous avez envie de participer à la transition de vos grandes entreprises, pas de problème. À ce moment-là, prenez des trucs où vous savez ce que ça finance. Utilisez vos pouvoirs aussi. Votre pouvoir potentiellement en tant qu'actionnaire. Donc, si vous êtes actionnaire, si vous êtes une action, allez voter contre les plans, par exemple, climat, qui ne respectent pas les objectifs du GIEC ni les scénarios de l'AIE. Allez voter contre tous les nouveaux projets qui pourraient avoir un impact très fort sur des populations qui sont dans des pays dans lesquels elles sont esclavagées. Enfin voilà, utilisez votre pouvoir aussi. Parce que l'économie du CARE, c'est aussi une économie qui est démocratique. C'est une économie dans laquelle on participe, on n'est plus apathique. On a un devoir, une responsabilité, on l'assume, on participe. Voilà. Également, le troisième point de transformation du secteur financier, c'est un peu le même point que dans les politiques publiques, c'est qu'effectivement, ce secteur soit dirigé vers une utilité sociale et écologique forte. Donc, que effectivement, vous puissiez aussi comprendre les impacts socio-écologiques de vos investissements. Et ça, c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que quand on partage des bénéfices, ce qui se passe là, depuis à peu près 10 ans, c'est que les bénéfices sont partagés en grande majorité aux actionnaires et en grande minorité aux salariés. La croissance du dividende depuis 5 ans est de 60%. La croissance de la rémunération et du niveau de l'emploi n'est qu'à 7%. Donc, il y a effectivement un truc qui est contre-intuitif. Donc, il faut renoncer. Voilà. Et ça, c'est un truc qui va être nécessaire, et je me permets de le dire dans cette salle parce que vous êtes toutes des personnes qui travaillent dans des milieux économiques, etc. Il va falloir renoncer, je pense, aussi à un petit peu de profit pour pouvoir améliorer les entreprises. Et pas que pour le partager après, pour pouvoir transformer aussi les entreprises. Voilà. Donc, finalement, une finance qui prend soin, ça peut être ça. Et c'est aussi une finance qui accepte une croissance organique, qui accepte qu'on sorte d'un paradigme de croissance, qui accepte effectivement de reporter. Parce que cette période de décroissance, elle sera très mal vécue. Et on va la vivre dans tous les cas. La croissance est liée à la croissance des énergies fossiles. Je veux dire, il n'y a pas d'autres scénarios. Je veux dire, la croissance, elle va baisser. Il va y avoir une période de décroissance. Mais ça peut être une période de décroissance qui peut être très néfaste
pour les entreprises parce que les actionnaires continuent de demander plus de dividendes. L'entreprise ne peut pas investir dans sa transition. L'entreprise ne peut pas partager la valeur parce que la valeur est déjà centralisée dans l'actionnariat et du coup va faire des plans de licenciement, etc. Ou ça peut être finalement une décroissance qui peut être une décroissance plus organique dans laquelle effectivement chacun reste à sa place, est responsable et contribue à l'amélioration finalement du développement humain. Ensuite, la troisième chose dans laquelle il faut faire, la quatrième chose dans laquelle il faut faire attention effectivement quand on investit, et c'est quelque chose qui a été malheureusement, l'ère capitaliste a complètement dézingué les chaînes de valeur. C'est-à-dire avant, il y a un agriculteur qui produisait un endroit et puis ensuite il y avait peut-être un intermédiaire et puis il distribuait à un autre endroit. Aujourd'hui, c'est très compliqué, je ne vais pas dire impossible, mais c'est très compliqué. Nous, on fait ce travail au quotidien. C'est très, très compliqué, finalement, de comprendre quand vous achetez un vêtement, par exemple, le coton, d'où il vient. Même si on sait à 80% qu'il vient aujourd'hui quand même de chaînage et de l'exploitation des Ouïghours en Chine. Donc, les chaînes de valeur ont été démontées. Donc, le travail aujourd'hui, ça va être aussi de recomposer ces chaînes de valeur. Et effectivement, l'ère capitaliste qui vise à dire je vais prendre un petit bout ci, un petit bout par là, un petit bout là, un petit bout là, c'est une ère qui va exploiter, c'est une ère qui dépense des énergies fossiles. Donc il va falloir transformer les chaînes de valeur, les réduire, tout en continuant de coopérer. Et ceux qui disent vos discours sont des discours antimondialistes, protectionnistes, etc., se trompent dans la mesure où aujourd'hui, si vous allez demander aux populations soi-disant avec lesquelles on échange à quel point on a contribué au développement humain de ces pays, je pense qu'ils vous rigoleront au nez. Donc je pense qu'on est capable de réinventer une coopération internationale basée sur des échanges sains et plus basée sur l'exploitation également. Et notamment, ça c'est le troisième pilier, dont je parlerai juste après, qui est la question géopolitique, qui est une question très très importante dans le cadre de l'économie du Caire où j'en suis, ça va. Il me reste une dizaine de minutes. Ok. Et également, maintenant, il y a le niveau entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est pas tout, effectivement, de parler des grands systèmes. Au niveau entrepreneurial, on peut pratiquer aussi cette économie du Caire. On peut effectivement développer des entreprises qui partagent la valeur. On peut avoir des innovations qui sont au service du bien commun. On en voit tous les jours chez l'ITA et vous pouvez en trouver plein sur la plateforme si vous voulez les soutenir, etc. On peut développer des fonds qui participent à cette innovation. C'est complètement possible. Mais pour ça, effectivement, il faut un cadre et il faut décider de ne pas choisir. Ça, c'est un truc très intéressant que beaucoup de sociologues ont analysé, qui est la morale actuelle. C'est une morale de principe. Ça veut dire, je veux un grand principe, sinon je ne peux pas agir. Si j'ai besoin d'un grand principe, je lutte contre la complexité. Il va falloir avoir une approche complexe et interdépendante. On est obligé, quand on regarde une entreprise, pas de regarder que le CO2, mais également l'impact sur la biodiversité, comment l'entreprise partage la valeur, comment elle partage son pouvoir, comment est-ce qu'elle rémunère, comment elle s'inscrit sur son territoire, etc. Il va falloir avoir cette approche et malheureusement, c'est vrai que le système actuel ne pousse pas les gens à avoir cette approche complexe parce que on demande du rendement, même au fonds d'investissement. On vous demande de faire tant de deals par an, etc. Donc, il faut aller vite. Donc, on choisit quelques indicateurs, on les maximise, etc. Et bien, effectivement, ce nouveau système va nécessiter plus de temps, plus de complexité. Avoir cette approche complexe, effectivement, c'est aussi remettre en question son ethos anthropologique de rendement personnel, en fait. On est tous là-dedans. Je le suis aussi, il n'y a pas de problème, on est tous dans la même galère. Mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui doit changer. Également, moi, je crois à l'utilisation des technologies pour répondre aux besoins de la société, ça n'y a pas de problème, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que sinon, c'est un peu basique, je trouve, mais on peut toujours également en parler. Hein. Les technologies peuvent être vertueuses, mais elles doivent être basées sur des constats d'utilité et non pas être développées en leur sein. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aussi au niveau européen dans le financement de l'innovation. Aujourd'hui, une innovation, c'est une innovation de rupture, une innovation scientifique de rupture. Ce n'est pas une innovation d'utilité, ce n'est pas une innovation sociale, ce n'est pas une innovation écologique. Donc vous voyez, ces termes qui sont abordés ont des répercussions concrètes. C'est-à-dire que pour une entreprise qui va finalement développer une forme d'agriculture qui est plus durable, c'est quelque chose d'assez innovant sur un certain territoire qui a été victime d'une agriculture intensive. Mais ça ne va pas être considéré comme une innovation aux yeux de l'Europe, aux yeux des financeurs, aux yeux des financeurs de l'innovation. Et c'est à peu près pareil surtout. Et également, il va falloir se libérer de ce rêve de l'hypercroissance qui nuit à peu près à toutes les entreprises. Nous, on refuse l'hypercroissance, on l'a toujours refusé.
Et ça nous a été très problématique, notamment dans le cadre de notre recherche de financement. Aujourd'hui, quand vous ne présentez pas des chiffres, on présentait 60% de développement. C'est énorme. C'est énorme. Et c'était des chiffres qui étaient considérés comme beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'on attendait d'une entreprise. Il fallait 150, 170%, etc. On présentait aussi une rentabilité. Voilà, c'est-à-dire qu'on dépense ce qu'on a. On ne dépense pas plus. Les fonds d'investissement étaient perdus en mode quoi ? Je comprends pas. Et ça a été hyper compliqué pour nous, du coup, de lever des fonds en disant bah non, on préférait avoir une entreprise dans une bonne santé économique au vu des crises plutôt que d'avoir une entreprise qui brûle, d'ailleurs qui investit. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Toutes les entreprises qui lèvent des fonds, à 60%, l'argent de la levée de fonds, il va dans le ads et tout le marketing digital. Donc ça veut dire ça va au GAFA. Donc c'est très très bien. On utilise très très bien notre argent. Et beaucoup moins, à 15% dans la création d'emplois et la création de technologies durables. Donc, il y a un vrai souci aujourd'hui sur où est-ce on met le curseur également. Donc, lutter contre cette hypercroissance, notamment, je ne sais pas s'il y a des gens qui financent ici, mais effectivement, quand vous financez, une croissance organique, c'est une croissance qui permet de développer un projet organique. C'est impossible aujourd'hui de développer une hypercroissance tout en respectant ses salariés, tout en développant un projet qui est durable, en utilisant des matières premières qui sont saines. Enfin, tout ça n'est pas possible. Donc voilà, sortir encore du rêve et cette anthropologie qui est effectivement nécessaire. Et je voudrais finir par un enjeu dont on parle peu, qui est un enjeu sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, la coopération et les réparations. Donc, je crois qu'on parle de justice restauratrice après, mais c'est dans un domaine particulier, dans le secteur économique, qui a une justice restauratrice, une justice réparatrice, excusez-moi, à aussi mettre en place. C'est-à-dire que notre économie s'est développée sur la base de l'exploitation des ressources. Sur ça, on est tous d'accord. L'essentiel des ressources, on ne les a pas trouvées dans notre sol, donc on les a effectivement extraits. Ça a mené à quoi ? Ça a mené notamment à des phénomènes climatiques importants et à un surendettement, notamment des pays du Sud. Et ce surendettement, à 50%, il est lié aux catastrophes climatiques. Ça veut dire que la dette aujourd'hui des pays du Sud, à 50%, elle est liée à l'atténuation des catastrophes climatiques. Et aujourd'hui, pour énormément de pays, c'est impossible de se sortir, effectivement, de ce paradigme-là. Et il y a effectivement un enjeu extrêmement fort que tout le monde doit prendre en compte dans son activité, qui est « j'ai consommé, je dois réparer ». Et ça, c'est quelque chose que nos pays, encore, n'arrivent pas trop à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a eu ce sommet effectivement, pour repenser une finance mondiale, où ça a été discuté avec tous les chefs d'État internationaux, etc., avant l'été, où on a parlé de ce concept, qui est le concept de la dette climatique, qui est l'idée de réparer, effectivement, sachant que, je pense que vous avez ces résultats, mais c'est toujours important de les redonner. 12% de la population mondiale ont consommé 50% des ressources fossiles. Donc ça donne quand même un petit trait intéressant. Et les personnes qui sont les plus vulnérables et qui ont le moins consommé sont celles qui sont le plus victimes des catastrophes climatiques. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Donc ça nécessite de réparer. Et cette logique réparatrice, elle est très peu présente au niveau des États, elle est très peu présente au niveau des fonds, elle est très peu présente au niveau des entreprises. Et on ne peut pas faire de transition écologique sans penser cette justice réparatrice. Et ça, c'est prendre soin, quand on parlait au début, de la personne qu'on voit le moins, en fait, finalement. Vous voyez, la responsabilité pour l'autre, c'est ça. Recomposer la chaîne de responsabilité, c'est ça. Ça ne s'arrête pas juste à ce qu'on fait l'un face à l'autre au quotidien. Voilà, et puis je vais ouvrir, parce que j'ai fini, c'est ça, je vais ouvrir sur maintenant comment est-ce qu'on arrive à intégrer chacun au quotidien. Je ne vais pas revenir sur chacune des responsabilités en fonction de l'endroit dans lequel chacun est, mais il est question de se poser cette question de cette vulnérabilité individuelle et d'accepter aussi ses sensibilités et d'accepter d'incarner. Et je pense que d'un point de vue individuel, je ne sais pas combien de personnes ici diraient que vous prenez vos décisions professionnelles basées sur votre sensibilité. On a à peu près 1/5, beaucoup de gens au fond d'ailleurs. C'est les cancres qui sont sensibles. Je plaisante. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Parce que dans tous les cas, les sensibilités, elles existent au quotidien. Mais vu qu'on essaye de les brimer à tout prix, qu'on essaye de ne pas les exprimer, qu'on ne les comprend pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir du gouffre, c'est pour ça qu'on radicalise les pôles, c'est pour plein de choses, on cherche un camp où exprimer sa sensibilité. Et les sensibilités, il faut les accepter et il faut aussi essayer de réfléchir à comment cette sensibilité collective et cette vulnérabilité collective que l'on accepte peut nous permettre d'être plus forts et plus coopérants demain.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans le laps de temps que j'ai eu. Merci à vous pour votre écoute.